Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étienne Savigny, cofondateur de la jeune distillerie d'Aix-en-Provence. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Alors écoute, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On va parler de ton beau projet entrepreneurial, à la fois autour du gin, mais aussi autour de la Provence. Avant de comprendre un peu plus ce projet et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans l'univers des spiritueux? Eh ben, à dire vrai, pas du tout. Je viens pas du tout du monde du spiritueux, ni même du monde du fooding. Je suis moi ingénieur de formation, ingénieur dans le génie civil et le génie maritime. Donc voilà, rien à voir avec la distillerie. Pour autant, j'ai toujours eu une appétence pour, tout ce qui tournait autour de la gastronomie et de l'univers du bien vivre et du vivre, sympathique, alors que ce soit, par la nourriture ou par les spiritueux, le vin et cetera. Et avec ça, j'ai mon associé, principal qui lui aussi Olivier, vient lui du monde de la gastronomie, il est traiteur, et du coup, lui m'a apporté cette connaissance de cet univers-là, au-delà de moi, ma connaissance, technique. Et quelle a été ta première découverte d'un gin? Ah! Alors moi, je suis issu d'un temps où, le gin avait pas bonne presse et donc ma première connaissance avec, le gin, c'est comme pour beaucoup, de quadra ou de quinca aujourd'hui, était liée à l'alcool qu'on buvait en boîte de nuit, qui était pas forcément le meilleur des alcools, mais qui était souvent le moins cher. Voilà. Il faut dire, les choses telles qu'elles sont. Alors depuis le gin a bien évolué, hein. Il y a des marques qui ont su réinventer, l'univers du gin et réinventer ce que c'est et les goûts qu'il y a derrière, et ce qui a permis aujourd'hui un développement du gin au travers de grandes marques comme, Hendrix, Bombay et cetera qui ont démocratisé le gin et apporté autre chose. Super. Avant d'approfondir un peu notre découverte de la distillerie, est-ce que tu peux aller rapidement nous présenter en quelques mots ce qu'est la distillerie d'Aix-en-Provence? C'est pas la distillerie, c'est pas très compliqué. La distillerie d'Aix-en-Provence, c'est une distillerie de spiritueux uniquement, qui aujourd'hui ne produit que du gin, voilà, et qui est située à Aix-en-Provence, d'où le nom, la distillerie d'Aix-en-Provence. Voilà. C'est uniquement ça. L'idée étant de travailler à partir de produits locaux et de produits, qui nous sont chers parce que notre territoire nous est cher. Génial. Bah, effectivement, tu nous en parles un peu là de ce territoire, qui vous est cher, le sud, ses cigales, son soleil. Est-ce que tu peux, un peu nous parler de ce lieu? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer, à Aix-en-Provence? Et puis qu'est-ce qui te relie toi personnellement avec ce terroir? Alors nous, on habite ici, hein. On est ici, moi, mes enfants y sont nés, mon associé, y est né, voilà, et moi, j'ai une grand-mère qui était provençale, heu, alors de la Drôme provençale, et cette grand-mère, Edmée, c'est celle qui a donné, le nom à la gamme de gin qu'on a. Heu, Elle, à l'époque, il y a maintenant, près d'une centaine d'années, elle distillait elle-même et elle produisait elle-même, une partie de ses alcools. Donc c'est ça, et c'est cette racine-là qu'on cherche à renouer avec quelque chose de bien plus actuel, entendons-nous. Mais c'est cette histoire-là qu'on veut perpétuer, et au travers de ça, c'est notre territoire qu'on veut mettre en avant. Et si on revient un peu sur la jeunesse de ce projet, pourquoi vous lancer dans cette aventure spiritueuse? Pourquoi le gin? Comment est-ce que les choses un peu se sont faites? Alors la réalité des choses, c'est que pour mes 40 ans, ma femme, m'a offert un voyage en Afrique du Sud.
et qu'on a visité une distillerie de gin qui faisait que du gin à Naïsna, qui fait un gin assez exceptionnel et avec une atmosphère tout à fait particulière. Et qu'à cette occasion-là, ma femme m'a dit: «Et pourquoi tu ne monterais pas une distillerie de gin?» Voilà, parce que tu aimes ça, c'est l'univers qui te plaît et du coup de ce qui était pour elle, une blague, est devenu, pour moi une réalité. Alors je suis entrepreneur dans l'âme, donc du coup j'ai très vite mis, un business plan en face et une vision de là où je voulais porter le produit et la distillerie. Mais c'est venu de là. C'est pas comme quoi des fois, sur une blague on peut arriver à monter des choses. Super. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, très rapidement tu t'es dit: «OK, j'y vais, je me lance» ou c'est, une idée qui a fait son chemin et il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit: «Bon, bah, là, c'est peut-être le moment d'y aller et de se lancer»? Non, ça a tout de suite été, j'ai tout de suite, déclenché l'idée. Après, ce qu'il faut bien avoir en conscience, c'est que, monter une distillerie, en France, c'est d'abord un parcours administratif, et que du coup, entre l'idée et la réalisation, il y a 2 ans et demi, 3 ans qui se sont passés, qui ont été, d'abord, il faut mettre en place, quelques briques, financières, puis, il faut mettre une grosse brique administrative, et ensuite, on peut commencer à développer un produit. Puisqu'aujourd'hui, le monde de l'alcool et le monde des spiritueux est quelque chose de très encadré, très, légiféré et donc on doit respecter tout un cadre, ce qui est assez long, bien plus long que dans l'univers britannique de la distillation. Et donc du coup, pour répondre directement à la question, non, en fait, à partir du moment où l'idée, elle a germé en moi, ça a été un fil directeur et une volonté d'avancer, dans ce projet-là. Génial. Et si on parle un peu de l'équipe alors, aujourd'hui, qui participe à cette aventure et comment est-ce que, la distillerie est structurée en termes d'équipe et de compétences? Aujourd'hui, on est 2 principaux associés et voilà, donc Olivier s'occupe plus de la partie, commerciale, et moi je m'occupe, de la partie production, donc création des recettes, production des gins, embouteillage, étiquetage, voilà. Après on est une toute petite distillerie, hein, on a une visée de 5 000 bouteilles par an, qui au cours des 2-3 prochaines années doit monter à 10 000 bouteilles par an. Mais voilà, l'objectif est pas d'aller chercher des très grandes quantités. Donc pour l'instant, on est staffé comme ça. On envisage de prendre quelqu'un pour, m'assister sur la partie production, qui est une partie, la plus physique et qui demande pas mal de temps. Heu, pour autant, voilà, l'idée, c'est qu'on reste staffé à 2-3 personnes, pas plus. Et donc tu nous en parlais un peu effectivement, si on regarde le côté production, déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'alambic que vous utilisez? Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Alors, on utilise un alambic, traditionnel, tout en cuivre. Ça a été un choix initial, hein, de savoir, puisque, il existe, pour nos auditeurs, plein de types d'alambics différents, qui sont destinés à différents usages. On ne distille, pas, du rhum dans un même alambic que le gin, voilà. Et après, en fait, il y a différents degrés d'alambic, des plus artisanaux, aux plus, industriels. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on a voulu rester sur un alambic, très artisanal, donc un alambic qui a été fait à la main, qui est en cuivre, et qui n'est qu'en cuivre. J'ai pas d'inox du tout, ce qui amène d'autres, problématiques, mais on reste, dans l'univers, je fais souvent le parallèle, voilà, c'est comme de la confiture. On reste, dans des marmites en cuivre, qui prennent doucement la chaleur. Ah voilà, l'idée étant d'avoir une distillation très lente. C'est des alambics, avec, une cheminée et des plateaux qui permet de faire, passer les vapeurs d'alcool au travers de différentes botaniques qui sont stockées sur des plateaux intermédiaires. Donc, rapidement, on a un élément de chauffe en bas, un alcool,
qui était descendu autour de 42 degrés, dans lequel on a fait macérer des botaniques. Et puis, on met en chauffe et les vapeurs d'alcool s'élèvent avant les vapeurs d'eau. Et donc, du coup, elles passent au travers d'un certain nombre de botaniques et ensuite elles sont refroidies et elles récipitent et on récupère un alcool qui, du coup, dans les premières gouttes, est autour de 80, entre 85 et 90 et que nous, on arrête assez tôt. On arrête quand ce qui sort est autour de 50 degrés. Voilà, pour avoir quelque chose de très clair dans la dégustation. D'accord. Et j'imagine qu'effectivement, en parallèle de l'achat et de l'installation de cet alambic, il a fallu se former à la distillation. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà, expérimenté, et tu avais je dirais des bases? Comment est-ce que tu t'es formé et comment est-ce que tu as eu cet apprentissage de la distillation et de la distillation en particulier de gin? Oui, alors du coup, j'ai beaucoup lu. Ça c'est un côté très ingénieur. Je voulais savoir où je mettais les pieds. Donc j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup renseigné, documenté. Ensuite, j'ai fait une formation, avec, les gens qui nous ont vendu l'alambic, pour savoir, comment, distiller du gin. Et après, il y a beaucoup d'apprentissage, sur le tas. Il faut dire ce qui est, la théorie, même la partie, heu, de pratique, avec des gens qui savent faire. C'est beau, c'est plein de choses. Pour autant, il faut être confronté au quotidien à la chauffe d'un alambic pour savoir comment le gérer, comment anticiper, à quel moment le descendre, à quel moment monter. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mais donc il y a une grosse partie théorique, un gros apprentissage et on apprend tous les jours. Parce qu'on distille pas en été comme on distille en hiver. Et sur les recettes, du gin, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu avais une idée en tête déjà, je dirais assez précise du profil aromatique que tu souhaitais avoir? Est-ce que ça s'est fait de manière totalement empirique avec, des tests, avant d'arriver à un profil aromatique qui t'intéressait? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors il y a 2 choses. La 1re des bases, c'est que nous, on travaille que des produits, qui sont produits ici en Provence. Alors la Provence est une région qui est quand même relativement vaste, ça va du Var, aux Bouches-du-Rhône, les Alpes, ce qui nous permet d'avoir une palette de choses assez, intéressantes. Pour autant, il y a des choses qu'on n'a pas, et qui pour autant sont des marqueurs aujourd'hui, d'un gin. Typiquement, on ne cultive pas de poivre chez nous, en Provence. Pour autant, les poivres sont un marqueur fort aujourd'hui des gins. Donc la première des choses, c'est que du coup, il a fallu, ouvrir le champ des possibles de ce qu'on pouvait avoir localement pour établir les recettes. C'est la première des choses et c'est toujours la première base de ce qui, fait nos recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a eu 2 gammes permanentes et puis une gamme saisonnière qui change tous les 4 mois. Pour autant, dans cette gamme saisonnière, l'idée, c'est toujours de travailler avec, une très grande majorité de produits locaux. Ensuite, les tests, non, j'avais à peu près idée de ce que je voulais et de ce qui était, le produit final que je voulais mettre en vente et l'image que je voulais renvoyer. C'est pour ça que du coup, on a une gamme, intense, une gamme florale. La gamme florale étant beaucoup plus, végétale, mais c'est un choix et d'abord, on voulait quelque chose d'assez différenciant, et je pense qu'au goût, on a quelque chose qui se démarque des jeans par ce côté végétal et très accessible. On cherchait quelque chose de pas trop amer, donc on est dans des tout petits amers, voilà. Après, dans le micro détail, oui, il y a besoin de tests et oui, on a besoin d'ajuster la recette, mais l'idée générale, elle était là et on savait où on voulait aller. Et Su à dire vrai, les premiers tests, on n'était pas très loin de ce qu'on voulait, ce qui était là pour le coup, très agréable et un peu inattendu quand même. Et tu as commencé effectivement, à nous parler, de cette, gamme que tu développes. Est-ce que tu peux, maintenant nous la présenter, nous expliquer effectivement, les jeans que tu as développés et puis un peu, je dirais, les grands constituants en termes de botanique que vous utilisez, dans sa gamme? Bien s Bien sûr, du coup, notre gamme, elle est composée aujourd'hui d'un gin, donc qu'on appelle floral.
qui a une base aromatique autour de la coriandre. C'est le côté végétal dont je parlais tout à l'heure. Coriandre en graines et coriandre en feuilles. Ce qui est un parti pris, hein, mais voilà. Et derrière, une base apportée par les agrumes que sont pomelo et orange. Voilà. Alors ça donne les notes principales du gin floral. Petit secret, on a quand même besoin d'un élément de longueur dans un gin pour obtenir une note. Notre élément de longueur, il n'est pas apporté par les poivres, je vous l'ai dit. Nous, il est apporté par un tout petit peu de piment qui ne se ressent pas du tout au palais, mais qui du coup est produit ici. C'est un piment qu'on appelle le bonbon de Provence et qui du coup nous apporte un peu de longueur. Et du coup, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très fort en bouche, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que le piment est un exhausteur de goût et apporte une longueur sur la coriandre et sur les agrumes, ce qui permet d'avoir une note en bouche qui est un peu plus longue. Voilà, donc ça, c'est le gin floral. On a un gin intense qui est un gin un peu plus classique, où la base aromatique, ça reste sur de l'agrumes, du pomelo. Bien sûr, la genièvre, et dans tout gin, la réglementation est très claire. On doit avoir une note principale de genièvre, hein, puisque c'est quand même la base même du gin. Et puis, sur l'intense, on a un tout petit peu de cardamome et un peu de clou de girofle pour rappeler des notes un peu épicées, traditionnelles et plus attendues dans le gin, ce qui permet à ce gin d'être beaucoup plus un gin de cocktail que le gin floral qui, lui, est un gin de dégustation, qui peut même se boire. Et du coup, le dernier né, c'est celui de l'hiver 2026, qui va être mis en vente en décembre, qui lui tournera autour du citron vert, avec des agrumes, puisque nos agrumes viennent de Berlétan. J'étais encore ce matin dans les serres pour aller choisir les agrumes qui composeront nos gins. Et du coup, là, on trouvera un petit contrepoint avec une toute petite douceur de menthe, mais qui sera très légère. Le but étant pas d'avoir une note de menthe trop marquée. Hein, on reste sur quelque chose qui se rapprochera plus d'un London Gin pour les amateurs, avec quelque chose d'assez sec. Génial, hâte de découvrir ça. Tu nous en parlais un petit peu effectivement du sourcing. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que tu as mis du temps à trouver les bons partenaires pour sourcer les botaniques dont tu avais besoin? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement? Et puis, aujourd'hui, effectivement, tu nous disais que tu étais dans les serres pour sélectionner les agrumes. Hem, Comment est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu vas voir régulièrement ces producteurs et partenaires pour sélectionner toi-même les botaniques? Est-ce que tu as un cahier des charges où effectivement ces partenaires savent exactement ce dont tu as besoin? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on est dans vraiment un partenariat dans lequel il y a de l'échange. Et typiquement, ce matin, je suis allé chercher des agrumes dans la serre. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Pour autant, arrivé dans la serre, j'ai goûté des choses qui m'ont fait bouger les lignes, et j'ai changé d'agrumes. Donc j'ai changé de type de citron. Alors c'est pas la révolution, hein, on s'entend, mais pour le coup, j'ai trouvé un citron qui était un peu plus poivré que ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, j'ai switché un peu pour avoir une note. Et typiquement, on est dans ce genre de choses. Après, on récolte aussi une partie de nos botaniques. Donc OK. on produit aussi tout ce qui est coriandre, et puis tout ce qui est herbe aromatique, on va dire. Voilà. Et on va récolter une partie de notre genièvre nous-mêmes dans les Hautes-Alpes. Mais après, avec nos fournisseurs, on est en contact direct. On a des fournisseurs et en fait, on arrive à avoir des partenariats qu'avec des fournisseurs sur lesquels on est sur la même ligne de produits, c'est-à-dire des produits un peu de niche,
nous, comme je vous disais, on produit très peu. Donc, typiquement, quand je vais chercher des agrumes, je vais chercher 50 agrumes. Je vais pas chercher 200 kilos d'agrumes. Ce qui a un gros avantage, c'est que du coup, on peut aller chercher des variétés qui sont des variétés de collection, en type d'agrumes. Heu, voilà, là, on va utiliser un sudachi, c'est quelque chose il y a très peu de production, mais en fait, nous, on a un besoin qui est très limité. On reste sur un produit, vraiment, qui c'est pas un produit de grande consommation. On est sur un produit, plutôt premium. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Très, très intéressant. Et si maintenant on parle un peu dégustation, Mmh. hem, comment est-ce que tu conseilles de découvrir, tes jeans? Est-ce que toi tu as, un cocktail un peu ou un rituel de dégustation, favori? Comment est-ce que tu nous proposes de plonger dans ton univers? Alors, classiquement, je vous dirais que le gin tonic reste une base, classique, pour, tout le monde. Je n'irai pas dans la controverse de quel, tonic choisir. Ça, je laisse chacun, décider, chacun, voilà. Il se fait des choses, très belles, très bien. Fever-Tree fait des choses très bien. Heu, il faut reconnaître que Schweppes a toujours fait l'Indian tonic depuis, des générations, donc il faut leur rendre ça et que finalement, ils font des choses qui sont pas si mal. Chez Fever-Tree, il y a plein de toniques. Le méditerranéen est très bien parce que du coup, il emporte pas trop, surtout pour les gens qui sont pas très fans de l'amertume. Ça reste une base sûre. Hem, Moi, j'ai des sur mes jeans, le floral peut se consommer, juste avec, des glaçons, aucun souci. C'est très agréable. Pour autant, c'est un jean qui a besoin d'être un peu ouvert, donc un peu détendu par, soit les glaçons, soit par du tonic pour qu'il prenne plus d'ampleur et il se révèle un peu plus. Voilà. L'intense, moi j'aime beaucoup le Paloma, mais parce que du coup j'ai une base de pomelo. Le Paloma, ça reste un cocktail avec un tonic qui est plutôt tourné sur du pamplemousse. Voilà. Du coup, moi j'aime beaucoup le Paloma parce que justement il répond bien au pomelo qu'il y a dans le gin intense. Donc, voilà, c'est mes 2 conseils et après moi mon favori, si vous me demandez, c'est un cocktail qu'il y a sur notre site internet qui est le Coco Smash. C'est comme un Basil Smash, mais avec de la coriandre et pour le coup, ça fait un très beau, contrepoint au gin floral. Génial. Et donc si on a envie d'essayer tes produits, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que tu as une boutique en ligne? Où est-ce que tu distribues tes jeans? Alors, on a une boutique en ligne, sur notre site internet, qui est, ladistillerie-dex.com. Là-dessus, vous retrouverez tous nos produits. Et ensuite, on est, distribué par quelques cavistes. Donc, ici, à Aix, on est distribué par Simplement Vin. On est distribué, dans l'Isère par Cave Vivant qui a trois caves différentes et puis on est dans certains caveaux, notamment, le caveau de la Barge Moine et d'autres caveaux. On reste sur des productions assez limitées. On sert autant, les professionnels que les particuliers, mais principalement, vous nous retrouvez sur, notre site internet et qui nous permettra de prendre contact avec vous et puis de pouvoir échanger sur vos envies et ce que vous voulez. Ben, on mettra le lien en description de l'épisode. Hem, pour finir, si on se projette un peu maintenant, quelles sont tes envies de développement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois et dans les prochaines années? Alors, le but pour nous, c'est d'établir notre marque de jean, comme une référence, locale et dans une gamme, premium, avec, toujours cette idée d'une gamme, de 2 gammes standards qui durent tout le temps et notre gamme saisonnière qui change tous les 4 mois. Sachant qu'on veut créer des gammes saisonnières, qui durent 4 mois et qui disparaissent au bout de 4 mois, qui seront pas reproduites après. Heu, L'idée c'est de se forcer aussi à aller, chercher,
des choses nouvelles, d'inventer des nouvelles saveurs sur des horizons assez courts. Voilà. C'est pour ça que ces produits-là, ils sont distribués en 50 centilitres et pas en 70 centilitres. Le but étant d'avoir des choses qui sont assez éphémères. Euh, et puis d'enrichir potentiellement les gammes classiques au fur et à mesure sur les jeans. Après, on a deux axes de développement. On travaille sur un jean sans alcool, ce qui a le vent en poupe et qui, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas trouvé dans ce qui se fait des choses qui me plaisent en fait. À dire vrai, il y a des marques qui travaillent, hein, j'en conviens, mais aujourd'hui, je trouve que c'est très marqué et que c'est très marqué avec un seul goût. Heu, Soit très gingembre, soit très genièvre, soit et qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être revenu au gin, dont on parlait au départ, qu'on buvait, initialement en boîte de nuit où c'est des choses qui sont pas fabuleuses et qui ont une seule, recherche, c'est l'amertume. Je pense qu'il y a autre chose à apporter. Pour autant, j'y travaille pas mal, j'y travaille techniquement. Pour autant, c'est pas facile et tu vois, faut bien reconnaître que désalcooliser du vin est plus simple que de désalcooliser des spiritueux et donc ça, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très c'est un axe de développement, heu, que j'espérais voir aboutir en 2026. Je suis un peu moins certain qu'il y arrive en 2026, ce sera probablement pour 2027. Voilà, pour des considérations techniques. Après, l'idée, c'est qu'on va quand même étoffer notre gamme avec d'autres choses que le gin. Comme je dis régulièrement aussi, moi, ma gamme de gin s'appelle Edmé en souvenir de ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle avait plusieurs prénoms. Elle s'appelait pas que Edmé, elle s'appelait Olga aussi, ce qui peut donner une indication et elle s'appelait Annette aussi. Donc voilà. Donc si après, chacun y voit, ce qu'il veut dans les gammes qu'on développera. Mais voilà, on va étoffer notre gamme. Heu, Aujourd'hui, je pense pas qu'on va aller tout de suite sur des spiritueux de garde, parce que d'abord, c'est pas l'univers de la région, c'est pas ce qu'on imagine. On fera jamais de marque Provence, c'est pas notre idée non plus et puis je pense que c'est pas, la vision que j'en ai. On cherche quelque chose de plus moderne, plus voilà. Mais pour autant, il y a des choses, à réinventer et on ne produira que des choses sur lesquelles on apporte quelque chose. Je vais pas faire un pastis, comme un millième pastis. Voilà. C'est juste qu'on cherche à apporter quelque chose. Il y a plein de choses et dans le jean, moi, il y a des jeans que j'adore, que je trouve fabuleux. Pour autant, je pense, apporter quelque chose de différenciant par rapport aux autres gammes. Voilà, j'irai chercher que des produits de ce type-là, voilà, sur lequel on apporte autre chose que ce qui est déjà fait parce qu'il y a que ce soit dans la vodka, dans le pastis ou dans toute autre chose, il y a des gens qui travaillent très bien un peu partout en France et du coup, on voudra toujours faire un produit local et de qualité. On a hâte de découvrir la suite de ce développement dans les prochaines années. On arrive à la fin de cet entretien et j'ai encore une ultime question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce projet de la distillerie d'Aix-en-Provence? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est peut-être la commercialisation? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce projet? Alors, à dire vrai, il y a des choses qui me passionnent. La production me passionne, toute la partie recette me passionne. Je pense que vous l'avez bien senti. Heu, il y a des choses qui me bousculent, puisque je suis confronté, au quotidien à des gens qui sont pas des gens, qui sont de mon univers. Moi, je viens pas d'un univers avec des gens créatifs, des gens qui font du marketing, du design de bouteilles, du design d'étiquettes. Et ça, c'est un challenge, hein, mais c'est un challenge qui est hyper intéressant parce que ça me confronte à des gens qui, pour le coup, sont pas mon quotidien, normalement. Donc du coup, ça, c'est un vrai point, intéressant et puis, découvrir cet univers, c'est un univers, fabuleux, très intéressant avec des gens très passionnés et j'ai jamais pris autant de plaisir que ce matin à me balader dans les serres à choisir mes agrumes avec, mes fournisseurs. Bah, écoute, un grand merci à toi, Étienne, pour cette découverte et cette initiation à la distillerie d'Aix-en-Provence. On a hâte de découvrir la suite
de tes aventures qu'on suivra à la fois sur les réseaux sociaux et aussi via votre site internet. Un grand merci à toi. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.